Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Connaître le passé pour comprendre le présent, c'est l'intérêt de l'enseignement de l'histoire. C'est un savoir précieux qu'on a malheureusement vu attaqué par l'extrémisme religieux. Alors comment enseigner l'histoire et pourquoi est-ce nécessaire plus que jamais? C'est notre question du jour. Développer l'oreille musicale des enfants avec des parcours immersifs et des jeux, c'est le projet de notre invitée Mélinée Kelaglenian qui dirige la Philharmonie des enfants. Elle sera avec nous en seconde partie d'émission. Enfin, dans sa chronique, Guillaume Blanc fera la lumière sur les origines d'Halloween. Guillaume, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter cette actualité, c'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2017. Le château de Villers-Cotterêts dans l'Ain a été complètement rénové pour devenir château de la francophonie. Et un choix qui n'est pas anodin. François Ier avait signé en 1539 l'ordonnance imposant le français dans les textes juridiques, prémisse de son usage comme langue officielle. L'inauguration s'est donc faite en présence d'Emmanuel Macron qui a réaffirmé que la langue française bâtit l'unité de la nation. C'est une langue de liberté et d'universalisme. Le chef de l'État qui s'est dit au passage favorable quant à l'ouverture plus large des heures de bibliothèque, que ce soit le soir, le samedi après-midi, même le dimanche. Emmanuel Macron qui a aussi appelé à ne pas céder aux airs du temps sur l'écriture inclusive. Écoutez. Qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. Emmanuel Macron donc à cette inauguration. Alors hasard du calendrier ou pas, les sénateurs se penchent dans la soirée sur une proposition de loi pour bannir l'écriture inclusive. Et vous imaginez qu'on fera une émission spéciale à ce sujet dès que cela sera statué. Cette nouvelle prise de parole d'Elisabeth Borne sur les quartiers prioritaires. Nous devons rendre à l'école tout son rôle pour l'égalité des chances et la promotion sociale. Voilà donc les mots de la Première ministre. De ce fait, l'école sera donc ouverte la dernière quinzaine d'août. Tout d'abord, de ne pas laisser les élèves livrés à eux-mêmes et perdre chaque année des journées de classe. Donc c'est pourquoi, comme le président de la République l'a demandé, nous avons changé le calendrier des épreuves du baccalauréat pour reconquérir le mois de juin. Et puis, nous allons proposer un accompagnement renforcé aux élèves les plus en difficulté en les accueillant les derniers jours du mois d'août de manière anticipée. Nous allons généraliser les cités éducatives qui seront dotées des moyens suffisants pour tenir leurs promesses d'émancipation et nous nous fixons l'objectif de tenir dès la rentrée 2024 l'accueil en continu de 8h à 18h dans les collèges des réseaux d'éducation prioritaires. Elisabeth Borne qui s'est donc exprimée face à plusieurs maires, c'était vendredi dernier. Cette mesure évoquée à plusieurs reprises par Emmanuel Macron vise à lutter contre les inégalités scolaires. Le président qui avait remis en cause à plusieurs reprises la longueur de la coupure estivale pour les élèves. Autre annonce de la Première ministre, les médiathèques. Là aussi, elle souhaite une ouverture plus longue. La Première ministre qui n'a pas détaillé toutefois les contours précis de ce retour en avance à l'école. Alors la mesure sera-t-elle destinée aux élèves volontaires? Sera-t-elle obligatoire? Est-ce que ce sera des professeurs, des animateurs qui vont les encadrer? Impossible de le dire pour l'instant. Nous vous en parlions vendredi, dédommagement de 100 € et 2 places pour les JO pour les étudiants franciliens bénéficiaires d'un logement Crous. Et en marge d'un déplacement, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a tout simplement appelé à faire des efforts. Il faut replacer ça vraiment dans un cadre plus large. On a tous besoin de faire de temps en temps des efforts pour que l'organisation des JO puisse être la plus fluide possible. On a essayé là vraiment d'avoir la meilleure anticipation avec eux, de trouver des solutions pour chacun d'entre eux, pour leur relogement, en les accompagnant financièrement et en faisant en sorte que dès le 1er septembre, chacun puisse revenir dans son logement.
La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, rappelons que plus de 2000 logements étudiants devraient être réquisitionnés pour les pompiers, les soignants, les forces de l'ordre, notamment pour les Jeux Olympiques, une mesure qui ne passe pas au sein des syndicats étudiants. Toujours en lien avec les Jeux Olympiques de Paris, le gouvernement rappelle qu'il y aura un héritage pour les étudiants. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, qui en a fait l'annonce ce week-end. Plus de 1600 logements des villages olympiques et du village média serviront de logements étudiants après les Jeux Olympiques et paralympiques. Des logements qui accueilleront athlètes et journalistes pendant les compétitions, qui nécessiteront peu de réaménagement et qui pourront donc être proposés aux étudiants. Près de 1300 seront notamment situés en Ile-de-France, sur les communes de Saint-Denis, de Saint-Ouen ou encore de l'île Saint-Denis. 380 seront également mis à disposition des étudiants du côté de Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole de Lille. Autre actualité, à Châteauneuf-Grasse, le maire parle d'un fait très alarmant. Il s'agit d'un enfant de 11 ans, un ancien élève de l'école primaire située dans cette commune des Alpes-Maritimes qui a exhibé un pistolet et menacé de mort un écolier de 9 ans, donc élève de CM2 au portail de l'établissement. Prévenu, la maîtresse a désarmé l'enfant menaçant. Un plan d'urgence a été déclenché. Les élèves ont été confinés à l'intérieur et l'ancien élève a été interpellé par la police qui a été ramené d'ailleurs à ses parents. Le parquet de Grasse a ouvert une enquête pour menace de mort avec arme. Depuis l'incident, l'élève de CM2 assure qu'il y pense tout le temps. Il n'est pas revenu d'ailleurs à l'école et sa mère explique chez nos confrères de Nice Matin qu'il est d'ailleurs perturbé, il a peur de l'autre enfant et que ce dernier ne revienne le menacer. Tant que sa sœur est dans l'école, oui, il se pourrait qu'il y ait une dispute entre la sœur donc de cet enfant qui est venu avec l'arme et donc l'écolier. Voilà donc la possible raison de cette menace. Merci beaucoup Guillaume. Enseigner l'histoire revient à donner les clés pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi pour expliquer les valeurs démocratiques qui font notre République. Alors l'enseignement de l'histoire, mais aussi celui de l'éducation morale et civique, appelé EMC, a été dramatiquement attaqué, comme vous le savez, avec l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Une véritable volonté de faire taire ceux qui transmettent, faire taire nos enseignants en France. On se souvient aussi bien sûr de l'assassinat de cette professeure d'espagnol, Agnès Lassalle, puis de ce professeur de lettres récemment, Dominique Bernard, avec au cœur de cette guerre, la transmission. Quelle est l'importance et quels sont les enjeux de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui en France? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Virginie Giraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteure en histoire et également animatrice de Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Avec nous également William Brou. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir par Skype. Vous êtes professeur d'histoire-géographie près de Clermont-Ferrand. Vous êtes également membre des Clionautes, qui est une association de professeurs d'histoire-géographie, si je ne me trompe pas, et également animateur de la chaîne Histoire en Jeux, J-E-U-X. Avec jeu, pourquoi pas, mais on en parlera à quel point vous vous impliquez dans cette chaîne-là. On a tous, malheureusement, et là le sourire disparaît, l'assassinat de Samuel Paty, mais également celui de Dominique Bernard, assassiné il y a quelques semaines, alors que le tueur, je le rappelle, cherchait à atteindre un professeur d'histoire. Ma question est simple. Les enseignants d'histoire sont-ils réellement pris pour cible aujourd'hui, Virginie Giraud? Et qu'est-ce que cela signifie surtout? Manifestement, oui, puisque le dernier assassin en date cherchait un professeur d'histoire et il a pris un professeur qui défendait la République et l'enseignement aux élèves. Donc finalement, on est un peu tous égaux face à cela. Le fait de rechercher un professeur d'histoire montre bien que nous, les historiens, sommes les premiers vecteurs de la laïcité, de la citoyenneté et des valeurs de la République, des valeurs qui sont honnies par certaines personnes et qui font de nous, malheureusement, des cibles. Est-ce que, justement, le sujet ne se pose pas ici de dire que, finalement, le professeur d'histoire va aussi parler de ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique, finalement, à l'école? C'est-à-dire que c'est peut-être un problème de confusion entre simplement les faits historiques et aussi l'enseignement des valeurs démocratiques qui peuvent être mises en question par certaines personnes aujourd'hui. Je pense que les terroristes qui ciblent des professeurs ne sont pas en train de se poser autant de questions. Ils veulent attaquer la République et le professeur est une incarnation de la République, tout simplement. William Brou, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez également aujourd'hui? Oui, j'ai forcément été très choqué par l'assassinat de Dominique Bernard, qui rappelait à quelques jours près l'assassinat de Samuel Paty. D'apprendre en plus que le terroriste cherchait un professeur d'histoire-géographie, ça nous a, je pense, beaucoup marqué.
Et on ne peut pas s'empêcher de penser que ça aurait pu être nous, dans nos établissements où on se trouve en France. On est tous confrontés parfois à des problèmes avec des élèves sur des thématiques que l'on doit enseigner. Et donc forcément, on ne peut pas être... on est forcément touché par ce genre de situation. Il est vrai qu'en tant que professeur d'histoire, géographie et enseignement moral et civique, à cette nuance près qu'au collège, on nous donne le MC de fait, et au lycée, cette discipline est un peu partagée en fonction de logiques particulières. Donc on est un peu les garants oui et non de ça, et souvent, après ces événements-là, c'est souvent les profs d'histoire-géographie qui sont sollicités. Vous êtes les spécialistes de ces questions-là, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire, vous avez qu'à prendre les élèves et leur expliquer tout ça. Donc c'est vrai que c'est une tâche qui nous incombe assez souvent. À vous entendre, c'est un sentiment que nous partageons, nous, à la fois journalistes et aussi citoyens, qui ne sommes pas professeurs d'histoire-géographie, mais je parle au nom de ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est de se demander à quel point c'est lourd à porter, à la fois pour tous les enseignants français, mais aussi pour les enseignants, justement, de cette matière-là spécifique d'histoire-géographie. Se dire que vous portez la responsabilité de la sécurité de vos élèves, votre propre sécurité et la transmission de l'histoire. Virginie Giraud. Alors moi, je n'enseigne pas, donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Moi, je fais du divertissement historique, ce qui me met déjà dans une autre sphère. Mais peut-être que monsieur aura quelque chose à ajouter sur ce point, je pense. William Brault. Oui, en fait, il y a les enseignants, bien sûr, mais tous ceux qui portent une parole historique et qui cherchent à vulgariser l'histoire sont, sans dire avoir une cible sur le dos, c'est pas ça non plus. Je pense pas qu'il faut tomber dans ce travers-là absolument, mais il y a aussi de nombreux créateurs de contenu sur Internet sont aussi souvent des cibles d'attaque, souvent sur les réseaux sociaux, par rapport à du contenu qu'ils peuvent diffuser ou des propos historiques qu'ils peuvent tenir. Donc je pense aussi que ça dépasse un peu le cœur. Ça dépasse l'école, même si c'est de se dire, moi j'enseigne depuis 10 ans et de me dire que, j'ai jamais pensé à ça en signant et en devenant enseignant, je pouvais pas m'imaginer que un jour je pourrais risquer ma vie en allant dans un collège ou dans un lycée. Et je peux pas dire non plus encore aujourd'hui que en allant au travail, j'ai la boule au ventre, j'ai la peur absolument d'y aller non plus. Je veux pas tomber dans ce pathos-là, mais je pense que ça dépasse aussi le cadre de l'école. Oui, mais vous parlez de pathos, mais en fait, c'est une réalité. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être tirer la sonnette d'alarme déjà dès l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty, on le rappelle, pour cette raison-là, parce qu'il enseignait effectivement le MC. Il me semble que déjà, il y a eu des rapports, notamment de l'inspection générale, sur ces questions-là, bien avant l'assassinat de Samuel Paty. Les enseignants, et notamment lors et après l'hommage national qui a été rendu à Samuel Paty, ont bien expliqué des choses. On a essayé d'expliquer, de dire les problèmes auxquels on pouvait être confronté. Est-ce que les choses ont changé? Pas beaucoup, on va pas se mentir. Il reste des choses à faire. Et je pense que ça va être un des objectifs de la décennie à venir, de réfléchir à comment enseigner ces questions-là et comment refaire société. Alors, on va essayer de comprendre ensemble, tous les trois, et puis avec tous ceux qui nous regardent, bien sûr, pourquoi on en arrive là, et surtout ce que cela veut dire, en fait, de vouloir toucher les enseignants de l'histoire-géographie, de vouloir toucher, effectivement, les enseignants de manière générale, et de vouloir toucher surtout à l'histoire, à cette matière qu'est l'histoire. Vouloir faire taire un enseignant d'histoire, est-ce que ça revient à vouloir faire taire le passé, selon vous? Mais bien sûr, parce que déjà, le passé, on peut lui faire dire ce qu'on veut quand on n'est pas honnête intellectuellement. Et nous, notre travail, c'est de transmettre ce qu'est l'honnêteté intellectuelle, puisque on part d'un fait et ensuite on l'analyse avec une grille d'interprétation qui doit être transparente. Si moi j'interprète quelque chose à l'aune du genre, je dois le dire, sinon je fais une analyse qui est biaisée. Donc évidemment, de tout temps, on a cherché à modeler les faits pour en faire quelque chose de politique, pour raconter, autrefois on appelait ça du roman national, mais c'était positif au moment où on l'a inventé, pour faire adhérer les gens à une pensée. Et c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien, quand on voit dans la charte du Hamas que le Hamas dit « ce qui arrive avant l'islam est abrogé par l'islam », donc toute cette zone israélienne n'a jamais existé parce qu'à l'arrivée de l'islam, rien n'existe au préalable, ça efface totalement le passé. Bien sûr qu'on est en train de manipuler des faits, mais ça j'imagine que dans une salle de classe, on ne peut pas le dire parce que les enfants ne sont pas encore outillés intellectuellement pour comprendre toutes les nuances qui permettent de comprendre le conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Tout dépend peut-être de l'âge. Qu'est-ce que vous en pensez, William Brault? Est-ce qu'on peut le dire justement dans une salle de classe, comme pose comme question Virginie Giraud?
Oui, je suis assez d'accord, ça dépend de l'âge. Quand on fait de l'histoire à peu près, à partir de l'école primaire, c'est des enfants qui n'ont pas encore totalement construit leurs repères historiques, leurs repères dans le temps. Les tout jeunes enfants ont déjà du mal à faire la différence entre demain et hier. Donc bien sûr qu'il y a cette question-là, on ne va pas étudier les mêmes questions et de la même manière en collège, en lycée ou en spécialité histoire, géographie et géopolitique. Donc ça, c'est un truc que nous, bien sûr, on doit prendre en compte en tant qu'enseignants. On est là notamment au collège, donc cycle 4, pour poser des jalons d'une histoire mondiale, même si elle est très européocentrée par le fruit de l'histoire et des choix qui ont été faits à l'écriture des programmes. Il y a une ouverture qui est faite sur le monde également lors de ce moment-là. Quand on aborde notamment le conflit israélo-palestinien et le monde après la Seconde Guerre mondiale, voilà, on est en classe de 3e, on a des enfants qui ont 14-15 ans. C'est compliqué aussi pour nous, enseignants, de leur faire comprendre les enjeux, notamment contemporains. Ce sont des choses qui ne les intéressent pas forcément de prime abord. Et donc on a aussi cette tâche assez lourde de leur faire comprendre les enjeux du monde dans lequel ils vont vivre, de leur faire comprendre que d'ici quelques années, ils seront de futurs citoyens, ils seront citoyens, ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont devoir avoir un avis sur ces questions-là, ou tout du moins se forger un avis sur ces questions-là. Et donc on est là à la fois pour leur donner des repères historiques, on est là pour leur expliquer comment on en est arrivé là, je le dis de manière très générale et très générique, mais comment on en est arrivé là, et comment eux, en tant que citoyens, vont pouvoir œuvrer pour le futur et forger le futur. Donc c'est une discipline c'est vraiment une science humaine, des sciences humaines, si on prend l'histoire et la géographie, qui sont, je trouve, fondamentales, mais après je prêche pour ma paroisse, parce que sinon je n'aurais pas choisi d'être prof d'histoire-géographie, mais je trouve que c'est une discipline qui est vraiment au cœur de la vie de nos futurs citoyens. Refuser d'expliquer ce que nous sommes au regard de ce que nous étions, dit Yanis Roder aussi, qui est aussi professeur d'histoire-géographie, qui parle beaucoup de laïcité. Est-ce que c'est ça le problème, cette idée que les élèves que vous avez et les enfants qui vous écoutent, aussi notamment sur Europe 1, dans Au cœur de l'histoire, ou alors les parents qui doivent aussi expliquer l'histoire à leurs enfants, c'est toujours problématique de pouvoir aborder ces périodes de l'histoire. On parle de la guerre d'Algérie, on parle des guerres de religion de manière générale, on parle évidemment du conflit actuel israélo-palestinien, tous ces moments d'histoire. Que se passe-t-il, à votre avis? Quel est le manquement dès le départ? Est-ce qu'il s'opère à l'école? Déjà, il ne faut pas qu'il y ait de tabou quand on enseigne l'histoire. Après, je comprends qu'à l'école, il faut construire des programmes avec un certain point de vue et faire avancer ce programme. Encore une fois, moi, je travaille dans les médias depuis 10 ans. Je n'ai pas du tout les mêmes contraintes de l'enseignement. Moi, je viens en plus, je suis la cerise sur le gâteau, je suis le bonbon du week-end. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants... qui peut être aussi contredit par certains, j'imagine, par ceux qui vous écoutent. Eh bien, jusqu'à présent, j'ai très peu de contradicteurs et j'ai assez peu de violence qui s'exerce à mon encontre personnelle ou à l'encontre de mon programme. C'est qu'il doit être de bonne qualité, mais ça, j'y veille personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui m'écoutent, et je m'en aperçois parce que les parents me font remonter ça. Et si je peux faire aimer l'histoire en donnant l'impression que je raconte quelque chose qui relève plus du conte, mais qu'en fait j'y distille, parce que j'y fais bien attention, tout un tas d'analyses en réalité, tout un tas d'événements importants que je vais glisser à l'intérieur d'une biographie, ça permet aussi de rentrer dans l'histoire par un biais un peu plus glamour et sexy, qui malheureusement n'a pas toujours sa place dans le cadre du cours d'histoire à l'école, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors ça, on va y venir justement, parce que là, William Braud, on disait, vous êtes animateur de la chaîne Histoire en jeu, et donc il y a toute une façon de pouvoir repenser la manière de transmettre l'histoire autrement, et on va y venir dans quelques instants. Je voudrais juste revenir sur ce principe même de la transmission qui est remise en question. L'enseignement offre à chaque enfant, justement, en France, la possibilité de se dégager de ce qui le prédétermine, à la fois socialement et en même temps par son identité religieuse. Alors, est-ce que c'est la possibilité de l'émancipation de l'école qui est visée aujourd'hui? Et je vous pose la question à tous les deux. Bien évidemment, puisque le but du jeu, c'est de faire en sorte que les élèves, ceux qui attaquent les professeurs, quel que soit le niveau, sont des gens qui ne veulent pas que les élèves accèdent à une émancipation. Parce que s'émanciper, ça veut dire penser par soi-même et se libérer du poids des déterminismes sociaux, religieux, familiaux. C'est échapper au déterminisme bourdieusien. Il y a plein de gens qui ont des intérêts politiques ou religieux pour qu'on reste emprisonné dans ces déterminismes. Et bien sûr que l'histoire est vectrice d'émancipation, puisqu'elle va vous donner
par les exemples, elle va vous prouver que c'est possible d'avoir un destin hors du commun, d'aller chercher ce qu'on appelle des rôles modèles auprès d'hommes et de femmes qui ont fait l'histoire et qui parfois ne partaient de rien. Moi, les personnages que je préfère et que je mets en scène, ce sont ceux qui se sont construits. Moi, je peux vibrer en racontant l'histoire de Clémenceau. Vous voyez, il y a des exemples sublimes qu'il faut aller montrer aux enfants. Alors, se construire, c'est aussi poser des questions, c'est aussi remettre en question, et c'est ce qu'on cherche aussi quand on est professeur d'histoire géo. Vous allez peut-être me contredire, William Brou, mais c'est aussi ce qu'on cherche quand on est professeur d'histoire, c'est pouvoir aussi débattre, construire, se baser sur des faits réels, certes, mais pouvoir comprendre les choses. Alors, comment fait-on justement quand on est professeur d'histoire aujourd'hui, en 2023, avec des étudiants qui sont collégiens ou lycéens, pour justement à la fois susciter le questionnement, peut-être la remise en cause, et en même temps pouvoir toujours partir de faits? C'est une très grande question que vous me posez là, et je pourrais témoigner que de ma propre pratique et de quelques collègues avec qui je peux discuter, mais il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai toujours essayé de partir de l'actualité et pour essayer ensuite de faire poser des questions aux élèves. On n'est plus aujourd'hui à l'école pour créer des encyclopédies. On ne forme pas des encyclopédies, et c'est impossible aujourd'hui, et c'est très compliqué de le faire. On est là pour que les élèves se posent des questions sur des sujets, pour qu'ils problématisent des questions, et plus qu'ils apprennent bêtement une simple chronologie. Alors, pardon, mais je vous coupe. Qui n'a pas forcément de sens. Je vous coupe, mais vous allez continuer. Mais juste, pardon, sur ce que vous dites, ça veut dire que, est-ce que l'histoire est clivante, du coup? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut se dire, à un moment, que même les faits peuvent être clivants? Oui, j'ai envie de dire, sinon on n'aurait pas des hommes politiques qui se battent pour savoir quelle interprétation donner à 1789, quelle interprétation donner à la décapitation de Louis XVI, pour prendre que ces exemples-là, ou la Constitution de 1793 pour en prendre un autre. Il y a forcément, comme l'a dit Mme Giraud juste avant, des grilles de lecture qui font qu'on analyse les faits et qu'on les regarde par un bout, par un angle ou pas par un autre. Donc les historiens eux-mêmes se débattent. Je ne vais pas dire se combattent, mais débattent d'interprétations autour de plusieurs faits historiques. Les communautés qui héritent de l'histoire se battent aussi, ou débattent des héritages de l'histoire et des interprétations qui peuvent en être faites. Donc quand on fait de l'histoire à l'école, on apprend les faits du passé, mais on étudie aussi, on analyse les mémoires de ces moments-là. Étudier le conflit israélo-palestinien ou la guerre d'Algérie, que vous avez cité également, c'est aussi analyser les mémoires de la guerre d'Algérie, analyser les héritages de cette guerre d'Algérie et les traces qu'il en existe encore aujourd'hui. Donc ce travail-là doit être fait aussi avec les enfants, pour que justement ils comprennent pourquoi aujourd'hui ces sujets font débat, pourquoi ces sujets sont aussi clivants et posent question aujourd'hui. Donc on n'est pas là pour leur apporter forcément des réponses, on est là pour les émanciper, leur apprendre à se poser des questions sur ces sujets-là, et parfois aller chercher des réponses ailleurs, parce qu'on ne peut pas forcément nous toutes les apporter non plus. Donc on doit leur apprendre à s'informer. On est aussi dans l'éducation aux médias, c'est-à-dire aller consulter quelles informations, quelles sources d'informations aller consulter, quels historiens aller lire, comment aller les lire, comment avoir accès à ces connaissances ou à ces interprétations de l'histoire. Et ensuite, ils pourront se forger leur propre opinion. Mais pour se forger une opinion, il faut savoir s'informer. Donc voilà, on est aussi sur un travail des compétences, sur des capacités, sur un savoir-être, sur des savoir-faire. Et c'est en ça que l'école est un, pas dire un temple, parce que c'est un mauvais terme, mais un lieu important pour la formation des futurs citoyens. Un sanctuaire, dit-on, mais du coup, c'est remis en question. Virginie Giraud, une réaction à ce que vient de dire William Brou? Oui, mais je pense qu'aussi, il faut expliquer aux élèves qu'ils ne sont pas censés avoir un avis sur tout aussi, qu'on peut s'intéresser aux faits, aux différentes interprétations, mais que le café du commerce émotionnel, ce n'est pas de l'histoire, puisque oui, finalement... Mais or, c'est ce que dit William Brou, c'est très intéressant, c'est que ça fait appel à la mémoire. Et c'est là où tout se joue peut-être. Oui, bien sûr. C'est les parents, les grands-parents qui rentrent en jeu. C'est aussi des déplacements. C'est aussi des gens qui ont dû changer peut-être de pays, changer de lieu. Mais bien sûr. C'est tout ça qui s'opère. Bien sûr, mais prenons un exemple. Par exemple, quand on dit le code noir est une amélioration de la condition des Noirs pendant le commerce triangulaire. Vous avez tous les enfants, y compris la mienne, qui sautent au plafond en disant mais c'est horrible, mais c'est horrible. Mais le travail de l'historien, c'est de dire il faut se mettre dans la pensée des personnes qui l'ont écrite au XVIe siècle, qui ne sont pas des gens qui pensent comme toi, parce que le monde est différent, leur vision sur le monde est différente. Moi, il m'a fallu 5 ans de travail pour penser, comme le dit un de mes amis, comme une romaine de base de l'Antiquité. Il a fallu
que je lise l'intégralité de la littérature disponible pour pouvoir comprendre une façon de penser. À partir de là, je sais que je ne suis même pas capable de comprendre les façons de penser de toutes les époques. Alors comment peuvent faire les enfants, donc du coup les élèves de 10 ans, 12 ans, 16 ans qui sont à l'école pour pouvoir le penser intelligemment, ou en tout cas de manière c'est trop tôt pour le penser intelligemment. Il faut leur donner d'abord des petites bribes et puis construire la complexité pas à pas. Et puis, c'est ce que je disais au départ, apprendre aussi à ne pas avoir un avis sur tout, ne pas faire le café du commerce sur tous les sujets. La sagesse, c'est aussi prendre du recul, dire je ne sais pas ou je n'ai pas d'avis sur cette question parce que je ne suis pas assez informée. Cette mémoire dont vous parlez, William Braud, elle est très importante, très intéressante parce que, on l'a dit, ça a été aussi l'objet de beaucoup de discussions et évidemment de divergences au sein de beaucoup de familles et notamment à l'école. Je parlais tout à l'heure de la guerre d'Algérie. C'est très important de pouvoir comprendre aussi ce qui s'est passé, les faits et évidemment la mémoire transgénérationnelle. Peut-être aussi que c'est l'interférence aussi des parents dans l'école qui pose un problème. Interférence, c'est un gros mot, je pense, un grand mot. On ne peut pas s'extraire de notre culture familiale, mais y compris nous. L'objectivité, c'est une utopie qui est difficilement atteignable, même pour les historiens. C'est-à-dire c'est un but à atteindre, mais en réalité, n'importe quel être humain ne peut pas s'extraire ou très difficilement de sa culture familiale, de ses propres idées politiques, culturelles, économiques, ce genre de choses. C'est un travail de tous les instants. Donc forcément, déjà, les historiens et on va dire plutôt les adultes ont du mal à le faire. Et Madame Giraud parlait tout à l'heure du café du commerce que sont devenus les réseaux sociaux. Enfin, c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes. À peine se passe un événement qu'il faut forcément avoir un avis dessus, il faut se positionner, il faut tout de suite donner son avis, et puis si possible le bon, parce que sinon on se prend un retour de bâton assez rapide. Donc on est là aussi pour éduquer, ou tout du moins sensibiliser à ces questions des réseaux sociaux, de leurs usages, et du fait que le temps de la pensée, c'est un temps long, ou un temps moyen, pour pas faire peur. Mais il faut apprendre à se poser, à s'informer. Et encore une fois, on en revient à l'idée que même que ce soit sur le contemporain, qui est un passé en devenir, ou sur le passé déjà un peu éloigné, on se doit de prendre le temps de faire des recherches, de simplement croiser les sources aussi. Ça fait partie des compétences qu'on travaille. Et en fait, si on les travaille sur le passé, c'est pour que les enfants puissent ensuite le faire sur le présent. Et forcément, on rentre en concurrence avec les parents, on rentre en concurrence avec les autres médias, avec les autres enfants ou les camarades de classe qui eux aussi ont des usages des réseaux ou des nouvelles technologies ou ce genre de choses. Donc on se bat contre plein de choses en réalité et parfois contre simplement la nature humaine. Alors évidemment, le chef de l'État a pris à bras-le-corps ce sujet et a annoncé, déclaré souhaiter refonder les programmes d'histoire en demandant de l'enseigner de façon chronologique. Alors évidemment, j'avoue, j'ai été un petit peu interloquée. N'étant pas professeur d'histoire, je me suis posé la question, j'ai lu beaucoup sur ce sujet. Tout le monde dit, mais enfin c'est déjà chronologique l'enseignement d'histoire. Oui, apparemment, les programmes sont déjà largement chronologiques, effectivement. Donc je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, parce que je ne suis pas dans sa tête non plus. Mais peut-être ce qu'il voulait dire, c'est que les enfants maîtrisent la chronologie. Et ça, c'est vrai que je me rends compte que c'est difficile pour beaucoup d'enfants de simplement maîtriser une liste de dates et une série d'époques. Pourtant, on leur apprend dès le primaire. William Braud, est-ce que c'est une question d'image d'avoir en tête 1789, 1515 et toutes ces grandes dates qui marquent l'histoire de France et peut-être d'Europe et du monde si jamais on arrive à être un peu plus fast? Après, 1515, je l'ai appris à l'école, mais je suis pas sûr que les gens qui l'ont appris en même temps que moi sachent vraiment, parce que moi je suis prof d'histoire, du coup je suis un peu, j'ai un regard sur la date forcément, mais que ceux qui ont été à l'école en même temps que moi ont vraiment compris ce que c'était 1515 et pourquoi il faut l'apprendre. Donc là où le président, en effet, s'est trompé, les programmes sont chronologiques, évidemment, il viendrait jamais à l'idée à un professeur d'histoire-géographie de faire l'histoire à l'envers, d'autant plus que dans la dernière réforme des programmes de 2016, nous restons histoire-géographie la seule discipline qui n'est pas curriculaire. Nous restons la seule discipline où les programmes sont classe par classe. Donc classe de 6e, on a des chapitres qui doivent être étudiés et toutes les autres disciplines ont été faites de manière curriculaire. Vous avez 3 ans pour aborder toutes ces thématiques-là, débrouillez-vous, faites-les dans l'ordre que vous trouvez le plus intéressant. Nous, on est la seule discipline à ne pas l'avoir. Donc c'est un peu méchant de s'en prendre au programme scolaire. Après, la question de l'apprentissage, c'est bien d'avoir des programmes avec des thèmes à aborder. La question de l'apprentissage, c'est est-ce que les enfants vont vraiment s'accaparer ce contenu, le retenir, pour ensuite pouvoir s'en resservir.
Je prends un exemple tout bête, mais en classe de 6e, on va faire l'Empire romain, voilà. Je prends un sujet vraiment au hasard. Très beau Il sujet. ne sera étudié qu'en classe de seconde, donc 4 ans plus tard. Donc, mine de rien, à l'échelle d'un enfant, 4 ans, c'est énorme. Bien sûr. Donc c'est Même plus d'un une adulte. question de contenu, c'est une question de forme, c'est une question d'organisation scolaire qui pourrait également être repensée, mais je ne suis pas ministre et je suis encore loin d'être capé pour répondre à cette question-là. Dernière question, William Brou, parce que je le disais, vous êtes animateur de la chaîne Histoire en jeu, J-E-U-X. En quoi les jeux vidéo permettent justement d'aiguiser l'esprit critique et permettent d'apprendre différemment l'histoire ? J'ai 1 minute pour répondre. Même pas, 30 secondes. Ce projet-là, c'est pareil, c'est pour faire de la vulgarisation beaucoup plus divertissante que ce que je pouvais faire en classe, même si j'utilise les jeux vidéo en classe avec mes élèves pour justement pour façonner un peu leur regard critique sur l'histoire qui se trouve à l'intérieur des jeux vidéo et pas uniquement pour juger les jeux. Mais l'idée des jeux, c'est aussi quelque chose que j'adore avec le jeu vidéo, travailler avec mes élèves, c'est la capacité d'acteur. Le fait qu'un joueur soit acteur d'un passé fictionnel reconstitué dans le jeu permet à l'élève de comprendre que dans le passé, alors certes il y a les grands hommes, mais en fait toutes les personnes, petites ou grandes, ont ce pouvoir d'acteur. Ce sont des personnes qui dans le passé, dans un contexte particulier, prennent des décisions et le joueur dans le jeu est dans cette position du personnage du passé qui va devoir faire des choix. Et ce qui est intéressant, c'est que le joueur est, lui, du 21e siècle, et donc il ne va pas du tout réfléchir comme quelqu'un de l'époque. Et donc c'est là où, en fait, toute la mécanique de jeu et l'usage du jeu que l'on peut faire peut être intéressante. Oui, tu vas jouer au jeu, mais comme quelqu'un de l'époque, ce qui suppose d'avoir une réflexion sur qui je suis, où je me trouve, quand je me trouve, quelles sont les connaissances qui sont à ma disposition, ce genre de choses. Bien, donc, le jeu permet de travailler ce genre de choses. Courez-y, allez voir la chaîne Histoire en jeu justement, dont vous retrouverez William Brou dessus. Vous êtes professeur d'histoire-géographie aussi et membre des Clionautes. Vous pouvez jeter un œil aussi là-dessus. Et puis Virginie Giraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous également, docteur en histoire et animatrice au cœur de l'histoire sur Europe 1. On salue nos confrères d'Europe 1. Merci d'avoir été sur ce plateau tous les deux. C'était passionnant. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Mélinée Keloglagnan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale opérationnelle de la Philharmonie des enfants. Alors, quels sont les bienfaits de la musique chez les enfants? Encore faudrait-il... Est-ce utile de le rappeler? On ne sait pas. Mais en tout cas, en quoi ça permet de pouvoir développer ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux? Alors, les bienfaits de la musique aujourd'hui, qu'ils soient directs ou indirects, on est encore en train de continuer à les découvrir. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui essayent de comprendre exactement ces bienfaits, que ce soit dans le domaine neuroscientifique, psychologique, neurosocial, éducatif. Et en tout cas, voilà, ils sont de nombreuses sortes. On se rend compte que ça est très bénéfique sur la lecture, sur la concentration, sur la capacité de mémorisation, sur les apprentissages de la vie sociale et en société. Donc c'est toute une panoplie, en tout cas, de bienfaits que la musique peut susciter chez les enfants. Et c'est pour ça qu'à la Philharmonie des enfants, on souhaite susciter chez les enfants ce désir de musique dès le plus jeune âge, à partir de 4 ans en l'occurrence. À partir de 4 ans et jusqu'à 10 ans, c'est ça? Tout à fait. Alors, s'initier donc à la musique à partir de 4 ans, ça veut dire que vous le faites de manière ludique, j'imagine? Alors c'est ça, la Philharmonie des enfants, c'est un lieu permanent avec une trentaine d'installations manipulables et intuitives dans lequel les enfants sont amenés à découvrir et explorer le monde des sons et de la musique de manière vraiment ludique. Ces trentaines d'installations permettent de s'initier à la direction d'orchestre, à comprendre les fonctionnements des instruments géants à cordes, à vent, à la polyphonie. Tout un tas un pan de notions fondamentales autour de la musique qui permettent justement de créer ce désir de musique. Oui, parce que j'ai vu 30 installations effectivement manipulables. Alors vous parlez d'instruments, mais aussi de créer tout simplement des sons. Donc le son des machines par exemple, ou le son peut-être des animaux, je ne sais pas. Tout à fait. Alors en fait le son c'est vraiment quelque chose et la musique qui nous entoure de manière omniprésente. On n'y prête pas forcément attention toujours, parce qu'on est aussi très très sollicité, notamment les enfants visuellement. Donc ce lieu a vraiment pour objectif d'encourager l'écoute par une expérience sensible. Voilà, on écoute avec ses sens, on écoute avec son corps, on découvre ce lieu avec son corps. Et cet apprentissage et cette expérience sensible permet de se relier à ses émotions et de susciter vraiment, de se reconnecter avec ses émotions et avec la musique. Et en effet, dans les expériences qu'on propose, il y a celles qui permettent de susciter cette écoute attentive en
en prenant attention à les sons qui nous entourent. Ça peut être ceux des animaux, ceux de la ville, ceux de la campagne. Ça peut être aussi le son des objets, quelle texture, quel est le son du bois, quel est le son du métal. Donc c'est cette notion de timbre en fait dans la musique. C'est aussi faire l'expérience du rythme, l'expérience des hauteurs. Donc c'est toutes ces notions qui sont abordées par le jeu avec des installations un peu inédites. Oui, exactement. C'est vraiment inédit totalement, à tel point qu'on peut écouter du son sans les oreilles. Tout à fait. Alors ça, c'est un module qu'on a sur l'écoute solidienne, en fait. C'est par la conduction osseuse, parce que le son est en fait un phénomène vibratoire. C'est une onde qui se propage dans l'air et qui permet d'accéder jusqu'à nos oreilles, mais qui peut aussi se propager dans d'autres milieux, tels que nos os. Par la conduction osseuse, il est possible d'entendre. Alors, c'est aussi un des avantages, enfin, en tout cas un des objectifs de ce lieu, que de pouvoir proposer des installations qui soient accessibles à tous les types de handicap. Et celle-ci, par exemple, peut être accessible à certains types de surdité. Et on peut même visualiser le son ? Alors tout à fait, c'est-à-dire le visualiser, c'est pas forcément l'image. C'est ça. Mais en tout cas, on peut donner à sentir ce phénomène ondulatoire. Donc là, par exemple, dans le lieu, on a ce qu'on appelle une expérience de Chladni, qui permet de faire vibrer une petite plaque avec différentes fréquences. Et selon la fréquence qui est envoyée, cette plaque va vibrer de manière différente et donc faire bouger les petits grains de sable qui sont dessus pour qu'ils forment des motifs différents. Donc ça permet d'illustrer ce déplacement de matière qui va être, ce déplacement d'onde dans un milieu qui va produire des schémas différents. Alors, il y a les ateliers, il y a effectivement ces installations dont vous parlez, ce parcours avec les grandes thématiques, je crois 5 grandes thématiques. Il y a des conférences aussi qui sont proposées. En effet, la Philharmonie des enfants, en fait, elle vient compléter l'offre enfants-famille de la Philharmonie de Paris, qui a des ateliers, en effet, qui a aussi des concerts jeunes publics, et aussi un très beau musée qui propose des activités avec plusieurs milliers d'instruments de musique qui sont proposés. Et la Philharmonie des enfants, elle s'intègre dans cet écosystème en proposant ce lieu permanent. Et depuis peu, en effet, il y a une volonté, en tout cas la Philharmonie des enfants, d'événementialiser ce lieu en proposant des rendez-vous avec des activités parents-enfants qui soient le prolongement ou de la programmation de la Philharmonie de Paris qui est extrêmement riche, ou des programmes de la Philharmonie des enfants, donc en faisant le pont avec une activité qui est présentée sur le lieu. Alors comment vous avez créé justement toutes ces activités dont vous parliez, ces installations qui sont extraordinaires, notamment celle effectivement de découverte du son sans les oreilles, on le disait, avec tout simplement les os du corps. Vous les avez conçues avec des experts en musique ? Alors, c'est la commissaire du projet de la Philharmonie des enfants, Mathilde Michel-Lambert, qui s'est entourée tout d'abord des équipes de la Philharmonie de Paris, qui recèlent une folle ressource d'expertise extrêmement riche et variée, et qui s'est aussi entourée d'autres compétences extérieures pour compléter le panel d'experts. Il y a eu des musicologues, des luthiers, des manipeurs aussi. Ce sont ces personnes qui sont capables justement, à partir d'un concept et d'un schéma qui est choisi, de donner vie à une machine pour qu'elle puisse fonctionner, qu'on puisse la manipuler. Et puis bien sûr des designers, et donc c'est Constance Guisset et ses équipes qui ont scénographié et designé ce lieu dans lequel une grande part est fait une belle place est faite pour l'imaginaire et la poésie. C'est possible de réaliser des visites scolaires ? Alors tout à fait, la Philharmonie des enfants, elle est ouverte du mardi au dimanche. Donc en semaine, on a essentiellement des groupes scolaires, et puis le mercredi après-midi et les samedis dimanches, essentiellement des familles ou des groupes, ce qu'on appelle les tribus. Les visites se font avec des médiateurs ou sans ? Alors non, c'est tout le principe vraiment du lieu de la Philharmonie des enfants. C'est une visite qui se fait en toute autonomie, sans médiation humaine. Donc évidemment, toutes les installations dont on a pu parler, elles ont été testées, retestées, prototypées pour être confrontées dès leur début de fabrication à des enfants pour qu'ils puissent s'en saisir et réussir à se les approprier. On les a rendus très ergonomiques, mais dans le lieu ensuite, ils sont tout à fait libres de parcourir les choses comme ils le souhaitent, et il n'y a pas d'adultes qui leur expliquent ce qu'ils doivent faire. On compte sur ça, sur l'intuitivité des machines, et puis aussi sur le jeu, qui est vraiment un vecteur d'apprentissage très sérieux, et qui est utilisé dans ce lieu pour faire en sorte que les enfants aient les clés de lecture en fait d'eux-mêmes. On sait jouer quand on est un enfant, et on sait s'approprier ces installations par le jeu. Et cette absence de médiation humaine, pas absence de médiation tout court, vraiment, cette absence de médiation humaine, elle permet aux enfants d'avoir un contact immédiat avec leur expérience, et donc ce qu'on disait au début, de se reconnecter avec leurs émotions, leur subjectivité, et de créer ce désir de musique qui soit propre à l'enfant.
Et créer peut-être des vocations, susciter des vocations. Quand on se retrouve face à des instruments, à créer des sons comme ça, c'est peut-être pas forcément une mélodie tout à fait agréable tout de suite, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous faites de cela à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des cours, je ne sais pas, qui peuvent être proposés après, en plus de la Philharmonie des enfants ou... Alors des cours à la Philharmonie des enfants, non, ce ne sera pas le lieu, mais en effet, dans l'écosystème Philharmonie de Paris, il est possible de se familiariser avec des pratiques instrumentales, notamment dans les cycles proposés par le département éducation, qui en effet sont extrêmement riches et variés et pourraient prendre le relais en effet d'une étincelle d'apprentis musiciens qui aurait été créée à la Philharmonie des enfants. Merci beaucoup Mélinée Keloglagnan d'avoir été avec nous pour nous parler de la Philharmonie des enfants. Vous êtes directrice générale opérationnelle donc à la Philharmonie des enfants. Courez-y, c'est vraiment sympa et moi j'ai hâte de pouvoir faire découvrir à mes enfants les installations justement dont vous nous parlez. Merci beaucoup. On vous y attend avec plaisir. Merci. Merci. Tout de suite on va retrouver Guillaume Buan pour sa chronique Lumière Sûre. Guillaume, dans votre chronique Lumière Sûre, vous allez revenir sur une tradition qui a des milliers d'années, la fameuse fête d'Halloween. Et un petit peu d'histoire, s'il vous plaît, pour commencer. Oui, on reste dans le thème de l'histoire. Halloween qui est né en Irlande il y a 3000 ans, puisqu'il s'agit d'une fête folklorique païenne, présentée comme un héritage de la fête religieuse de Samhain, le dieu de la mort, et qui est une sorte de fête du Nouvel An. Car elle marque le début et la fin de l'année celtique, car contrairement à aujourd'hui, leur calendrier ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Alors la fête de Samhain était célébrée 3 jours avant le 31 octobre et 3 jours après. Elle se découpait ainsi. Le jour 1, la mémoire aux héros. Jour 2, la mémoire aux défunts. Le 3e jour, c'était la cérémonie de la renaissance du feu, c'est-à-dire après avoir éteint le feu dans les habitations, les propriétaires se rassemblaient sur la grande place du village. Les druides allumaient alors un grand feu sacré dans le but d'alimenter des feux de joie aux alentours pour éloigner les mauvais esprits. Les habitants utilisaient ensuite ce nouveau feu sacré pour chauffer leur maison et ainsi être protégés tout au long de l'année. Le 4e jour, c'était le grand jour, cette fois-ci de la Samhain, où les morts refaisaient surface. Les habitants qui avaient perdu des proches laissaient d'ailleurs symboliquement la porte ouverte et une place à la table pour les accueillir. Et puis les autres jours restants, c'est des rassemblements populaires ou encore familiaux. Alors il faut savoir que Halloween, c'est une contraction de l'anglais de All Hallows Eve qui peut se traduire par la veillée de la Toussaint ou la veille de tous les saints. Et au 19e siècle, donc, cette fameuse fête s'est exportée. Effectivement, comme évoqué, en fait, elle nous vient d'Irlande. Et bien, à la suite de la grande famine irlandaise qui, malheureusement, je le rappelle, a fait plus d'1 million de victimes. C'était en 1845. Plus de 2 millions d'Irlandais, en fait, se sont installés aux États-Unis. Ils ont apporté avec eux, donc, leurs pratiques et surtout leurs coutumes. Donc, Halloween. Ensuite, cette fête, elle s'est un petit peu démocratisée partout dans le monde avec, bien sûr, des degrés différents. Quels sont les symboles d'Halloween ? Alors, à l'origine, Halloween, c'était le navet qui contenait une bougie pour commémorer la légende de Jack O'Lanterne, Jack à la lanterne si vous préférez. C'est un personnage condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet. Jack O'Lanterne, c'est un vieux conte en fait irlandais. En fait, Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Il s'agirait d'une personne avare, d'une personne ivrogne, méchante et égocentrique. Alors, ce personnage a donc été ramené aux États-Unis et le navet a progressivement changé. La raison, elle est assez, assez drôle. En fait, il n'y a pas de navet qui poussait aux États-Unis, c'est la citrouille qui poussait plus à cette période-là. Et plus charmante, dirais-je, que le navet. Plus charmant, et surtout, en fait, c'est plus facile pour eux pour sculpter le fameux petit bonhomme. Et donc, ça a donné cette couleur orange et ça a donné donc ce symbole d'Halloween. Les masques et les déguisements, là aussi, avaient pour fonction, à l'époque, de faire peur aux esprits, ou alors, au contraire, de les apaiser en leur ressemblant, voire de s'identifier à eux pour se protéger. Après, aux États-Unis, bien, les enfants se sont déguisés encore et toujours pour faire peur, et ensuite ils frappaient aux portes des gens, on connaît la suite bien sûr, pour demander des cadeaux. La plupart du temps c'était des bonbons, sinon ils jetaient une malédiction avec ce fameux trick or treat. Exactement, des bonbons, un sort qui est apparu aux États-Unis dans les années 1930. Alors aujourd'hui Halloween c'est quand même fêté par un Américain sur 2 qui décore sa maison, plus des 3/4 distribuent d'ailleurs des bonbons, c'est énorme. Il dépense la moitié pour se déguiser, c'est environ $62 par personne, ça représente 8 milliards de dollars quand même Halloween. Ah oui. C'est un sacré budget. Et en France ? Alors en France, la tradition, elle a débarqué à la fin des années 90, tout en sachant
qu'elle était déjà présente, bien sûr, en Bretagne. Origine celte oblige, mais Halloween prend effectivement un peu moins en France. Je ne sais pas si vous aimez, vous, Halloween, Virginie ou... Si, bien sûr. Enfin, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je m'attends au pire. Non. Il y a une chute. Est-ce que vous... Non, je ne vais pas vous demander si vous vous déguisez ou... Tweet, vous voulez des bonbons, en fait, c'est ça? Je n'ai pas de bonbons sur moi, désolé. Mais effectivement, cette tradition est un peu moins suivie en France. Et puis, le lendemain d'Halloween, il faut le rappeler, dans la religion catholique, on célèbre la Toussaint pour célébrer tous les saints connus et inconnus. Et puis le 2 novembre, là, on commémore nos morts. C'est le cas là aussi au Mexique. Je suis sûr que vous avez vu ces images qui sont impressionnantes de fêtes au Mexique. El Día de los Muertos, pour le jour de la mort, puisque les festivités mexicaines commencent le 31 octobre, se poursuivent dans les 2 premiers jours du mois de novembre. C'est un petit peu la dédramatisation de la mort. On voit beaucoup de costumes, beaucoup de couleurs, beaucoup faire la fête. Et c'est vraiment une manière pour eux de se recueillir sur la tombe de leurs aïeux et de leurs grands-parents ou autres personnes qui sont décédées. Alors pour terminer, Halloween dans la pop culture, ça marche aussi ça? Ça marche fort, ouais. Effectivement, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, déjà. Est-ce que vous l'avez vu? Bien sûr. C'est un film que tous les enfants ont vu, sorti en 1993, qui raconte bien évidemment... J'étais plus enfant quand je l'ai vu, j'avoue, mais je l'ai vu. Mais vos enfants l'ont vu, j'en suis sûr. L'histoire de Jack O'Lantern. On a la famille Addams également, qui a été repris il y a peu, mercredi, sur une célèbre plateforme. Et puis on a un excellent film, vraiment, que je conseille, enfin j'aime beaucoup. C'est Coco, des studios Disney et Pixar, qui retrace justement El Día de los Muertos au Mexique. C'est un excellent... Oui, rien à voir avec Gad Elmaleh, Coco. Hein, non, voilà, c'est ça. D'accord, ne nous trompons pas. D'accord. Merci beaucoup, merci Guillaume. Tout de suite, on va retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Marine L'Orphelin. Bonjour Marine. Bonjour Malika. Alors, le public te connaît maintenant depuis 10 ans. Ouais. Tu as été Miss France en 2013. Quel souvenir déjà tu gardes de cette année? De Miss France? Ouais. 10 ans plus tard. Plein. Moi, je garde surtout, franchement, des bons souvenirs, globalement, de cette année. Je dirais une année, c'est un peu le tourbillon de ma vie, quoi. Le moment où ma vie elle a complètement changé et où j'ai découvert une autre vie et des souvenirs après assez forts, je dirais, je sais pas, le Festival de Cannes, Roland Garros, c'était des moments que j'adorais. Que tu regardais finalement chez toi à la télévision, où tu te serais peut-être jamais envisagé c'est clair, j'aurais jamais envisagé aller au Festival de Cannes. Moi, j'étais allée avec Sylvie Tellier et Alain Delon. Alain Delon, star internationale. Franchement, ça m'a impressionnée, en fait. J'ai découvert ce que c'était que la vie de ces personnalités-là, en fait, qui ont franchement une vie incroyable et qui sont adulées et qui sont... Enfin, il était suivi dans la rue, en fait, par des fans en délire. Donc, c'était super drôle. Depuis, tu as brillamment repris tes études de médecine. Tu es devenue médecin généraliste. Oui. Et tu es aussi chroniqueuse du célèbre magazine de la santé de France 5. Donc, comment ça se passe, cette nouvelle expérience? Très belle expérience. J'ai eu le plaisir, en fait, de débuter l'année dernière avec... quelques petites chroniques pour voir justement si ça pouvait me plaire et puis si j'étais à l'aise sur le plateau. Ça s'est bien passé. Du coup, cette année, revenant m'installer en métropole, j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir une régularité. Et franchement, je le prends comme une nouvelle expérience pro, où du coup, je dois m'habituer au direct, parce qu'on est en direct, en fait. Le magazine de la santé, c'est un direct tous les jours. Et donc, du coup, nouvelle expérience. Petite pression au début. Et maintenant, je commence, tu vois, aussi à apprendre à gérer la pression. Et je suis hyper contente parce que je parle de sport et de santé. Donc, c'est vraiment un sujet que j'affectionne. De la télé, pas seulement. De la littérature, il y a ton livre. La littérature. Bah oui, c'est un livre. C'est gentil. On n'est pas dans la en pleine forme. Et aux éditions Marabout, ça vient de sortir. Donc c'est quoi, un petit guide conseil, santé, bien-être? Voilà, c'est plutôt un guide pratique, effectivement. Guide santé, bien-être, oui, parce qu'il y a un chapitre qui parle quand même un peu plus du bien-être. Mais je dirais plutôt santé, parce qu'il y a vraiment des infos médicales à l'intérieur. J'ai voulu partir d'informations médicales, les vulgariser et partager aussi des conseils pratiques pour que les gens puissent en fait mieux prendre soin d'eux et soient en meilleure santé physique et mentale. Je parle pas mal de santé mentale à l'intérieur aussi. Tu as d'autres projets dans les prochains mois? Parce qu'on a l'impression que tu t'arrêtes jamais. T'es une des Miss France les plus en mouvement. Je
Je suis un peu une hyperactive, hein, tu me connais. Les plus travailleuses, en tout cas, ça c'est sûr, ça s'arrête jamais. Oui, après, c'est du boulot aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est du boulot aussi. Mais justement, tu vois là, je suis très fière en fait de ce livre et j'ai envie de le porter. Donc ça prend du temps aussi de le présenter, promotion, voilà, ouais. faire la promotion. Et j'ai, on va dire, des échéances sportives. Parce Lesquelles? que j'aime bien me lancer des défis aussi. La marathon de New York prochainement. Après, normalement, si tout va bien, si le contexte le permet, je pars faire un trail en Égypte. Et je pars en Laponie en janvier. Ah, ok, d'accord. On est dans le dépassement. Et il y aura la flamme olympique aussi. Oui, et le relais de la flamme olympique pour l'année prochaine. Avec Très sport, en fait. Plein d'événements, ouais. On arrête de se projeter dans le futur, on va faire un petit retour en arrière. Déjà, pour commencer, tu as grandi où? J'ai grandi à Charnay-les-Mâcons. Ok. Proche de Mâcon. Oui, j'imagine. Comme ça, on l'a dit. En Bourgogne, donc. C'était comment ton enfance là-bas? C'était chouette. Franchement, c'était chouette. Une commune, tu vois, agréable. Mâcon, c'est une ville moyenne, donc en fait, super agréable. Franchement, j'ai eu une enfance normale, je dirais. C'est vraiment la définition. Heureuse? Heureuse, bien entourée, avec mes parents, qui, j'ai de la chance, sont toujours ensemble, et mon petit frère et ma petite sœur. Donc voilà, la famille... Ton beau petit frère. Je le trouve beau depuis toujours. Quelle relation t'avais avec eux en grandissant? C'est toi l'aîné? Je suis l'aînée, donc c'est un rôle un peu particulier. Et puis un rôle aussi que m'ont vraiment donné mes parents. Donc j'ai quand même été effectivement très présente pour les garder. En fait, clairement, j'étais la nounou. C'est vrai? Mes frères et sœurs, ouais, beaucoup. Beaucoup. Les mercredis, c'est moi qui les gardais, qui m'occupais d'eux, parce que mes deux parents travaillaient. Et donc moi, j'ai eu vraiment ce rôle de grande sœur, mais côté quand même un peu nounou et un peu, tu vois, je dois leur donner le bon exemple, je dois les éduquer un petit peu, tu vois, j'ai quand même un peu Est-ce que ça, c'était une pression que tu te mettais aussi? C'était une pression, ouais, c'était une pression. Ouais, c'était une pression que je me mettais. Après, j'ai eu ma phase, ado quand même, où j'ai fait un peu des petites conneries. Comme quoi? On n'imagine pas du tout Marine faire des conneries. Eh bah si, tu vois, j'ai eu une phase un peu rebelle. Mais c'était quoi le niveau de bêtise? Je pense que la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est d'avoir laissé justement mon frère et ma sœur à la maison et d'être partie T'avais quel âge? à la fête foraine avec mes potes. À la fête foraine? Bah oui, mais j'étais censée être à la maison. Et ils t'ont balance? Non, ils m'ont jamais balancé. Oh. Non, on avait justement... Mais c'est ça qui est chouette, c'est que ma sœur aurait pu, parce que ma sœur, pour le coup, était plus proche de moi en âge, elle comprenait tout ce qui se passait. Donc ma sœur aurait largement pu balance. Et elle l'a jamais fait. On a créé un peu ce pacte toutes les deux de se dire on se balancera jamais et on se soutiendra toujours dans nos bêtises aussi. Ouais, carrément. Et ton petit frère était un peu en décalé de Mon petit frère il était plus petit, donc. C'était le petit dernier, le seul garçon. Il se rendait pas trop compte. Et puis maintenant, t'entretiens quelle relation avec eux? Toujours la même genre de relation ou t'es un peu l'aîné, tu sens que tu dois donner le temps? Pas du tout. Non, je dirais que la relation, elle a quand même évolué. Je suis très proche de ma sœur, du coup, parce qu'on est plus proche en âge, comme je te l'ai dit. On est vraiment... Aujourd'hui, je dirais qu'on est amis. Tu vois, on a vraiment cette relation. Vous avez des amis, même groupe d'amis, peut-être? Ouais, on a pas mal d'amis en commun. Et en plus, elle fait un peu d'influence sur les réseaux sociaux, elle est mannequin, donc elle vit à Paris aujourd'hui. Elle a fait le concours de Miss France. Elle a fait le concours de Miss France, donc il y a quand même des similitudes finalement dans nos parcours qui font qu'on s'est beaucoup rapprochés et on se voit régulièrement et vraiment on a un rôle, enfin aujourd'hui on a une relation amicale. Et avec mon frère, de plus en plus parce que ça y est, il sort de l'adolescence et devient un homme, donc là c'est intéressant, on peut parler de tous les sujets et on commence à bien s'entendre. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Marine L'Orphelin. Merci Malika et à demain. Tout de suite on retrouve le meilleur de School TV avec le Zap. Vous misez notamment sur la cobotique, un mot qui va être notre fil rouge de l'émission. Première question assez évidente pour commencer. De quoi parle-t-on quand on parle de cobotique ? Alors, on parle de cobotique. En fait, c'est la contraction de robot collaboratif.
Et donc en fait, c'est des robots qui sont capables de travailler et d'être programmés par les humains avec un grand H, donc par les ingénieurs, par les opérateurs, par les techniciens, simplement en fait en prenant le robot à la main et en le déplaçant sur différents environnements. Donc c'est une programmation qui est vraiment ultra intuitive parce qu'on n'a même pas forcément besoin de faire appel à de la programmation comme on pourrait avoir dans d'autres domaines. Donc cette robotique collaborative, elle a la capacité et la force en fait d'être vraiment accessible, dans le sens où en fait on n'a pas besoin d'être expert en robotique pour être capable d'utiliser les robots que Nirio a développés. Donc là, effectivement, on en voit certains à l'image. Et donc, on a développé donc un robot qui s'appelle le NED 2. C'est la 3e génération de robots chez Nirio. Et ce robot, vous le voyez, il est compact. Donc, il est facile à installer, facile à programmer. Et on a développé autour du robot lui-même même tout un environnement et un écosystème avec des accessoires, avec une caméra. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une solution clé en main pour nos clients. Quelles sont les différentes problématiques sur lesquelles peuvent intervenir justement ces médiateurs ? Alors on a le sujet du décrochage scolaire, puisqu'on a un certain nombre de jeunes qui effectivement ont des absences perlées ou moins perlées d'ailleurs. C'est un phénomène assez important qu'on traite de façon administrative, mais il faut essayer de le comprendre, d'aller au bout des choses. Ça peut être les RICS, ça peut être des situations de tension à l'intérieur de l'établissement, ça peut être des jeux qui tournent mal ou qui sont trop violents. Ça peut être aussi des relations entre les parents et la communauté éducative. Il y a certains parents qui sont parfois éloignés des codes scolaires, qui parfois ont peut-être peur d'entrer dans le collège, d'entrer en dialogue avec le collège. C'est une série de jeunes qui peuvent aussi à un moment avoir des faiblesses, des problèmes d'inclusion dans le collège. Donc c'est toute une série de choses qui sont encore une fois définies avec le principal en fonction de la population du collège, du projet pédagogique de l'établissement, des relations qu'on va établir entre le principal, le CPE et le médiateur. Donc tout ça, c'est du sur-mesure vraiment, à chaque établissement. Vous soulignez l'importance des activités collective, l'importance de la coopération entre enfants, c'est quand même pas le truc qu'on évalue le mieux dans le système éducatif français. Je ne sais pas si c'est ce qu'on évalue le mieux, mais c'est vrai qu'il y a des études en recherche, c'est intéressant, ça, c'est savoir si le système éducatif, il promeut plutôt les valeurs de concurrence ou de coopération. Et la France, on n'est pas bien noté du tout. Et quand on parle de la Finlande, etc., du miracle finlandais, etc., c'est quand même des approches sur la coopération. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les chercheurs français sont sur le terrain et qu'il y a beaucoup d'activités qui favorisent la coopération. Je peux citer tout ce qui se passe à l'université de Montpellier, par exemple, qui est très dynamique sur ce sujet. Allez, on va être optimiste et on va préciser que la France n'est pas le seul pays qui n'a pas tout à fait terminé de mettre en œuvre une éducation développement durable 19 ans. Tout le monde est à la bourre. Mais la demande sociale, vous en êtes sûr, et ce sera le mot de la fin, elle existe. Elle existe, elle est là, elle est présente chez les élèves, elle est présente chez certains parents, c'est 3-4% des parents, mais ça suffit. Eux, ils veulent s'impliquer, ils ont des choses à apporter pour la construction de ces activités. Vous avez aussi un logiciel sur lequel les enfants, que ce soit à la maison ou à l'école, n'importe qui peut apprendre à coder, à programmer ce robot, c'est ça ? Oui, donc si je reviens un petit peu dans l'histoire de Nirio, mais moi je suis un passionné de robotique de manière générale, et effectivement j'ai lancé Nirio après mes études pour être capable de démocratiser la robotique, parce que je trouvais que les robots industriels qu'on trouve sur les lignes automobiles par exemple sont des systèmes passionnants, mais quand même assez inaccessible, aussi bien en coût qu'en utilisation, qu'en dangerosité. Et donc l'esprit de Nirio, c'était d'être capable de sortir ces robots d'usine et de les ramener dans un premier temps dans les écoles, et donc dans les écoles notamment d'ingénieurs. Donc effectivement, aujourd'hui, on vend beaucoup de Nirio dans différentes écoles pour être capable et permettre aux étudiants de se former à la robotique avec un environnement vraiment très accessible et sympa, de par sa polyvalence qu'on a développée. Et donc effectivement, l'esprit de la programmation robotique, mais on va même plus loin en fait. L'idée derrière le robot, c'est d'enseigner un peu les concepts d'industrie 4.0, etc. Et ben on peut les imaginer à tout type d'âge, et on se rend compte aujourd'hui que nos robots Nirio effectivement peuvent être programmés même par des enfants de 11-12 ans qui très rapidement sont capables de prendre en main nos solutions.
Une année scolaire placée sous le sigle des médiateurs scolaires. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une période peut-être charnière concernant justement le débarquement, si je puis dire, effectivement, de ces médiateurs du bien-être scolaire, effectivement, dans les collèges d'Essonne? C'est une étape supplémentaire. On intervenait sur toutes les questions de prévention, parce qu'on a un département qui est structurellement violent, donc on connaît un niveau de risque, on connaît dans certains collèges des problèmes de prostitution de mineurs, on connaît de la violence, parfois de l'antisémitisme, du racisme, etc. Donc on intervenait beaucoup sur les sujets de prévention, mais j'allais dire sous la forme d'intervention, d'association, sur l'accompagnement pédagogique qu'on pouvait offrir aux enseignants, aux CPE et aux principaux de collège. Là, c'est vrai qu'avec leur accord, on met une personne du département en charge de la prévention dans les établissements. Donc c'est une étape supplémentaire que l'on franchit. C'est extrêmement particulier. Bon, je vous laisse percer les secrets de Grosham Grange, cet établissement très réputé en compagnie de David Elliott et ses amis, et ça vient de sortir. On va l'ouvrir, c'est une BD en fait. Bien sûr, effectivement. Comment ? C'est une bande dessinée. Oui, c'est une bande dessinée, effectivement. Oui, je ne l'ai pas précisé. Bon, effectivement, c'est une bande dessinée. C'est très épuré, ce trait est absolument magnifique. Et pour la petite histoire, on a les lecteurs, les fidèles lecteurs d'Harry Potter qui sont persuadés que l'œuvre d'Harry Potter est un plagiat de l'île du crâne. Et d'ailleurs, J.K. Rowling avait reconnu qu'elle adorait Anthony Horowitz, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes qu'on retrouve notamment dans la bande dessinée. On a ce départ en train, cette fameuse lettre, cette école de magie, ces professeurs tout à fait bizarres, la rencontre avec les amis, la taille aussi des personnages, beaucoup de similitudes. Bon, bah pourquoi pas. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci à la réalisation aujourd'hui. C'est Mani Pézèche, qu'au son c'est Saïd Mamou, le maquillage Colline Hamel, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao, à demain.